Bien, je vous propose de commencer. Merci d'être aussi nombreux, d'être présents. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à un sujet qui est à la fois un peu technique, mais en même temps, c'est surtout un sujet d'organisation et de structuration. Comment faire pour s'opposer à cette peste que sont donc tous les criminels qui veulent nous empêcher finalement de travailler? C'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Je pense qu'on n'a pas suffisamment pris à sa juste mesure le problème que ça pose. Il y a encore des gens qui considèrent que c'est une forme de délinquance amusante, mais ça n'a rien d'amusant du tout. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Et essayer d'expliquer, à mon sens, qu'est-ce qu'il faut faire, pour pouvoir se défendre donc, contre ces attaques. Voilà. Alors donc, on va parler donc de hacking éthique. L'idée, ça va être quoi? C'est ce que j'ai montré ici. Eh bien, c'est finalement d'utiliser les mêmes armes que nos ennemis de manière à pouvoir mieux s'opposer à eux. Je l'ai déjà dit souvent dans des précédents webinaires, mais on ne peut pas se battre contre des gens qui arrivent avec des kalachnikovs si vous avez une arbalète. Il y a un vrai problème là. Et c'est, en plus, il me semble que ce que je disais à l'instant, c'est qu'on n'a pas mesuré, à mon sens, à sa juste valeur, l'importance de ces attaques. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a quand même des drames. Des gens qui perdent leur emploi, des gens qui perdent leur entreprise, des gens qui ont des procès parce qu'ils n'ont pas su protéger de manière suffisamment efficace les données qu'on leur a confiées. Et donc, c'est ça la réalité. On le verra un peu plus loin. La sécurité, globalement, c'est 6 000 milliards de dollars par an, mais il y en a à peu près 1000 qui viennent justement de ces attaques. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de montrer ce qu'il faut faire et quelles sont finalement les meilleures solutions pour s'opposer donc à ces gens-là. Alors, le séminaire, donc, d'abord, je voudrais rappeler un chiffre qui est quand même très significatif. 90% des entreprises actuelles, à partir des PME un peu grosses, un peu joufflues, ont été confrontées donc à des problèmes de sécurité et elles n'ont pas su faire face. Ça veut dire que 90% des entreprises, eh bien, à un moment donné, ont eu un problème grave, ont perdu des données, ont payé des rançons, il leur est arrivé quelque chose, elles n'ont pas su s'opposer à ce qui se passait. 90%, c'est pas rien. Donc, ça devrait quand même me faire réfléchir. Donc, moi, je pense que pour pouvoir s'opposer à ces gens-là, il faut utiliser les mêmes armes qu'eux, et on va les voir. Alors, d'abord, on va expliquer ce qu'est le hacking éthique, donc cette façon finalement de se comporter. Je rappellerai d'un certain nombre de choses que j'ai eu l'occasion de présenter quand on a parlé du CISO et du RSSI, donc les responsables de sécurité. À qui on a affaire? À qui on a affaire, il faut le savoir, parce que le hacking éthique, c'est ce qu'on appelle les chapeaux blancs, c'est-à-dire c'est une forme, c'est l'une des couleurs, on va dire, de la sécurité par rapport à d'autres. Et je vais quand même vous les rappeler. À qui avons-nous affaire? Quelles sont les motivations finalement et les compétences de nos adversaires? Je l'ai également dit assez souvent. Il ne faut surtout pas négliger la compétence de ces gens-là et surtout leur motivation. Alors, des motivations qui parfois sont farfelues, mais parfois elles sont justifiées à leurs yeux. Des motivations politiques, des motivations terroristes, des motivations religieuses aussi. Je veux dire, on vit vraiment dans un monde de fous. Et donc, on va retrouver un peu tout ça, mais il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas mettre son mouchoir dessus en disant non, je ne veux pas savoir ce qui se passe. La réalité, elle est là. On va rappeler assez rapidement, parce que ça ne fait pas de mal de toute façon, quelles sont finalement les grandes faiblesses donc, du système d'information, et donc comment s'organiser pour faire face. Et donc le fameux hacking donc, éthique, qui va être basé sur un personnage qui est donc une famille, on va dire, de techniciens à qui je demande des compétences qui sont quand même très élevées, parce que, encore une fois, et j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux, où on entend de temps en temps des conversations qui ont été enregistrées, ou des articles ont été écrits avec ces fameux hackers. Ce ne sont pas des abrutis, ce sont des gens extrêmement compétents.
Et comme ils sont très motivés, ils peuvent faire des dégâts absolument épouvantables. Et donc, il faut que les gens que nous avons de notre côté soient pareils. On va voir ce qu'il en est, donc le profil du spécialiste interne, et puis surtout faire comprendre aux ressources humaines qui décidément ne comprennent rien, à savoir que ces gens-là, ce sont des gens qui sont un peu des marginaux, comme ceux d'en face. Et donc, des gens à qui vous ne pouvez pas imposer les règles trop strictes de l'entreprise. Je l'ai souvent dit, il ne faut pas, parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Il faut des gens qui vivent au même rythme qu'eux, ils vivent la nuit. Ils vivent dans des forums glauques, c'est vrai, dans le dark web. Mais il faut avoir les mêmes à la maison. Vous voyez, c'est ça. Sinon, on n'arrivera pas à s'en sortir. Au fond, ce qu'il nous faut, c'est avoir des hackers honnêtes. Or, il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que pour pas mal de spécialistes de technique, on va dire informatique, le hacking est une manière de persévérer et d'aller loin dans la technique. Je crois que c'est l'un des domaines dans notre métier où on peut aller le plus loin, véritablement le plus loin, et c'est donc très motivant. C'est une façon, on va dire, de se réaliser techniquement, et quitte à ce qu'après, on va peut-être abandonner la technique, mais au moins, on aura un background qui sera extrêmement solide. Quelles seront donc les bonnes pratiques que je vous suggère? Après tout, ce ne sont que des suggestions. Hein. On n'est pas obligé, bien entendu, de me suivre. J'ai un certain nombre d'outils à vous recommander. Alors, avec prudence, évidemment, parce que ce sont des outils qui sont très sulfureux et dont certains, d'ailleurs, sont plus ou moins interdits. Hein. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Donc, ils s'en servent. Alors, on va voir comment... ce que peuvent faire donc ces outils, et on va expliquer dans quel contexte on va pouvoir donc le faire. Donc, des outils à recommander donc avec prudence, la surveillance permanente, et je vais vous suggérer un certain nombre de forums. Alors là, c'est vraiment des forums gravissimes. Hein. Ce sont des choses. Il ne faut pas se connecter dessus avec votre machine du bureau, hein, surtout pas. Hein. Vous le faites à partir d'une machine dont on peut penser que si elle est on va dire polluée, bon, ça ne sera pas trop grave. En tout cas, déconnecter des infrastructures de l'entreprise. Il ne faut pas parler de l'organisation, donc finalement du hacking éthique. Il faut que ça soit fait en dehors hein, de la structure donc, de l'entreprise. Par ailleurs, il y a des formations aujourd'hui sur le hacking éthique. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites, mais on vous apprend vraiment à rentrer dans le détail des choses, car c'est ça le problème. Le hacking et, disons, la sécurité dans notre TI, c'est d'abord un point de vue, un problème technique. Donc, il faut des gens qui soient bien formés et on va essayer de regarder ce qu'il en est. Ça, je vous l'ai déjà montré, mais ça résume un petit peu, c'est comme le slide qui va venir juste après, résume un peu le fait que c'est une vraie catastrophe. Moi, je prétends depuis toujours que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les infrastructures d'Internet, elles sont plus que mauvaises, elles sont nullissimes. Et bien sûr, on ne peut pas le dire parce que sont des infrastructures américaines, donc nous, on ne peut rien dire. Hein. Mais n'empêche que c'est la vérité. Ce sont des protocoles qui n'ont pas de sens. Donc, ce n'est pas étonnant si on a des problèmes partout, du côté des mobiles, du côté des capteurs. Les capteurs, on est parti maintenant avec des IoT, mais on peut prendre le contrôle de ces capteurs qui sont très faiblards du point de vue sécurité. Et par exemple, une voiture avec des capteurs dedans, on est capable de l'envoyer dans le fossé relativement facilement. Le watering hole, c'est-à-dire les sites Internet qui sont de bonne qualité, développés par des gens très sérieux, ils sont remplis de saleté. Pourquoi? Parce qu'ils sont pollués d'une manière ou d'une autre, avec des images qui sont polluées, dans lesquelles il y a du code qui va s'exécuter. Hein. C'est ce qu'on va appeler donc de la stéganographie, qui est quelque chose d'extrêmement répandu. Et donc, c'est relativement facile à faire. Bon, le vol de données, ne parlons pas, ça c'est devenu un sport donc, national. Les problèmes que l'on peut trouver dans les containers et également dans les hyperviseurs ne sont pas négligeables. C'est un peu mieux maintenant que ça l'a été dans le passé, mais on a encore des problèmes qui ne sont pas simples. Or, pour bien comprendre les problèmes qu'il peut y avoir au niveau d'un hyperviseur tel que VMware, hein, il n'est pas du tout loin de ce genre de choses, eh bien, il faut être un très bon technicien. Bon, on a des problèmes donc par rapport à la conformité réglementaire aujourd'hui. Vous le connaissez bien, les problèmes de paiement avec les mobiles, les attaques qui se font maintenant sur les structures industrielles, le déni de service distribué.
c'est une catastrophe. On a dépassé les 2 terabits par seconde. J'ai eu l'occasion donc de le dire. Bon, enfin, ça vient de partout et donc on n'est pas rassuré pour autant. C'est vrai que les grandes faiblesses finalement du TI, c'est quoi? Bon, je vous ai rappelé ici, hein, ça ne fait pas de mal de se souvenir un petit peu de ce qui existe actuellement. L'ingénierie sociale, je l'avais évoqué, hein. Franchement, les victimes, mais le font exprès, c'est pas possible. C'est pas possible. On a beau leur expliquer qu'il ne faut pas donner son numéro de carte bancaire. Et si vous avez quelqu'un au bout du fil qui, avec une voix suave et féminine, ou masculine d'ailleurs, avec une voix suave en tout cas, vous dit faites ceci et faites cela. Et vous vous dites ah mais non, mais c'est peut-être pas bien. Mais non, vous inquiétez pas. Mais enfin, c'est pas croyable. On est quand même d'une on accepte la part, quand je dis on, tout le monde ne le fait pas, hein. Mais enfin, c'est un moyen d'ingénierie sociale, un moyen qui permet de récupérer, par exemple, des mots de passe extrêmement facilement. D'où d'ailleurs l'idée que ces mots de passe, j'espère qu'ils vont finir par disparaître rapidement maintenant, hein. On l'espère avant les 5 ans qui viennent. Les logiciels qui ne sont pas patchés, hein, on l'a dit aussi, ça. Mais enfin, c'est quand même incroyable. On peut avoir une opinion sur IBM, sur Google, etc. Tous des escrocs, admettons. N'empêche qu'ils font bien leur travail. Et lorsque, à un moment donné, ils publient donc des patchs, je le dis souvent, eh bien, il faut les mettre, il faut les installer. Il peut arriver à un moment donné qu'il y ait un petit problème lié à ça, hein, comme pour un vaccin aujourd'hui, hein, pourquoi pas. Mais ça fait partie du décor, et en tout cas, il faut le faire. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement d'une manière suffisamment rigoureuse. Les identifiants qui ne sont pas chiffrés, je l'ai dit aussi, c'est quand même hallucinant qu'on laisse sur nos machines, dans des fichiers, des credentials, donc des mots de passe avec les identifiants qui ne sont pas chiffrés. Enfin, c'est quand même le minimum. Mais vous n'imaginez pas l'état de délabrement dans lequel se trouve la grande majorité des entreprises en termes de sécurité. À mon sens, c'est surtout parce qu'elles ne veulent pas voir ce qui se passe réellement. Et donc, voilà, on vous dit, on met un mouchoir dessus pour ne pas regarder. Bon, les sites de defacing, on en a beaucoup parlé. Les virus, bon, continue rien à voir, mais ce n'est pas le plus important non plus. Les propriétés intellectuelles qui sont mal protégées, alors que pourtant aujourd'hui, on a des protocoles tels que OAuth qui permet donc de traiter correctement ce genre de choses. Les mots de passe non durcis, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, je pense que ça ne sert à rien. Bon. Maintenant, il y a des gens qui se sentent un peu confortés, rassurés, quand ils ont des mots de passe qui font 14 caractères avec des underscores, des barres obliques, des trucs comme ça, sauf que c'est impossible de s'en souvenir, et bien entendu, on le met en post-it sur l'écran pour s'en rappeler. Bon, j'y crois pas du tout à ce genre de choses. Donc, l'inconscience et crédulité donc, des utilisateurs, la faiblesse également de certains langages. Moi, j'ai souvent milité en faveur, donc, même pour des sites Internet qui soient des sites Internet de bas de gamme, hein, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui n'ont pas, disons, dedans un cœur transactionnel très, très complexe, hein, vraiment plutôt, on va dire ce qu'on appelait autrefois des sites web plutôt statiques, eh bien, utilisons quand même pour ça des langages qui sont quand même un peu plus robustes. Alors, je ne pense pas que PHP soit la meilleure solution. Maintenant, ça va un peu mieux, mais que de catastrophes à cause de ça. Et donc, utilisons plutôt des outils qui sont quand même un tout petit peu plus, on va dire, un peu plus solides de ce point de vue-là. Bon, ça, on l'avait donc déjà évoqué. Alors, à qui avons-nous affaire? Alors, il y a une manière d'évoquer, donc, d'abord, il faut bien comprendre l'ennemi que nous avons en face. Car il s'agit bien d'un ennemi. C'est pas la peine c'est fini, hein, le temps de l'angélisme. Hein. Alors, on a une façon de les décrire en les différenciant par la couleur de leur chapeau. Alors, le chapeau, alors on parlera des black hats. Là, donc, le chapeau noir, ça, ce sont les crackers, ce sont les pires. Ce sont ceux qui détruisent, hein, donc, qui veulent vraiment détruire. Hein. Et donc, c'est quoi? C'est les terroristes, c'est les mafieux. Là, les objectifs sont clairs, et je vous le rappelle, ils ont une grande compétence. Le nerf de la guerre, donc, bien sûr, c'est l'argent. Hein. Je vous l'ai dit, on estime à peu près à 1000 milliards de dollars le chiffre d'affaires réalisé à cause de ces attaques sur les 6000 milliards que représente donc la totalité de la sécurité. Et puis la deuxième motivation, qui est de plus en plus gênante, c'est la déstabilisation de la démocratie.
on l'avait évoqué, mais actuellement, il y a des officines de formation dans certains endroits, tels que le Pakistan ou en Afghanistan, ou au Moyen-Orient, eh bien, où on forme des gens, je l'ai dit, sur des algorithmes de chiffrement, mais qui ne sont pas des algorithmes simplistes. Hein. C'est vraiment mathématiquement des structures qui sont excessivement complexes à comprendre. Donc, il faut vous dire, hein, c'est ça dont il faut se méfier. Parce que tant qu'on en parle d'une manière livresque comme ça, en faisant un petit webinaire sympathique le vendredi soir, ça va. Mais le jour où ça vous arrive, le jour où vous avez vraiment une attaque et que votre système d'information est planté, qu'est-ce que vous faites? Et là, il est temps de se dire, si j'avais su, j'aurais été un tout petit peu plus précautionneux. Moi, je dis simplement, je le dirai un peu plus loin, je crois que l'une des qualités que nous devons avoir, c'est la paranoïa. Vous devez être paranoïaque. Je suis paranoïaque pour mes clients. Je suis comme ça. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose et les clients, finalement, d'une certaine manière, se sentent un peu rassurés quand je prends une partie de leur inquiétude. Donc, les black hats, ce sont les pires de tous. Nous sommes les chapeaux blancs. Donc, c'est ça le hacking éthique. Donc, nous, ce que nous faisons, on protège les actifs de l'entreprise. Et donc, on va dire qu'on peut nous diviser en deux grandes familles. On dirait qu'il y a les chapeaux rouges et les chapeaux bleus. Ce sont les gentils qui vont mettre finalement leur chapeau rouge, chapeau bleu. Ça dépendra de la manière dont ils travaillent et avec l'équipe avec laquelle ils travaillent. Et donc, qui mettent leur technicité au service de l'entreprise. Donc, c'est ça. Et là, on est en plein dedans. Et le hacking éthique, ce sont les chapeaux blancs. On a également ce qu'on appelle les chapeaux gris. Donc, c'est une sorte d'intermédiaire, c'est un peu pour des dîners en ville, ça, hein, entre les blacks et les white hats. Ils ne cherchent pas à gagner de l'argent, ni à détruire la société, mais ça les intéresse. Vous voyez, comme dans les salons où l'on cause, ça les intéresse, vous voyez. Et donc, éventuellement, ils peuvent constituer un fichier qui peut être utile, hein, car en général, ils sont brillants et compétents, mais ce sont des dilettantes, comme on disait au XIXe siècle. Alors bon, ça existe, c'est on les appelle donc les chapeaux gris. Les chapeaux verts, alors là, ce sont des chapeaux noirs, mais incompétents. Alors ce sont ceux qui posent des questions idiotes, hein, auxquelles les vrais hackers répondent avec parcimonie et avec mépris. Vous savez, je vous engage à aller regarder certains forums dans lesquels les hackers installés s'expriment, bien sûr, à travers des pseudonymes, bien évidemment, mais ils n'ont pas de mots assez méprisants pour désigner et pour discuter avec les gens qui les interrogent. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ils sont méprisants, terriblement méprisants, et en particulier pour ces gens-là, ce qu'on appelle donc les chapeaux verts. Alors, on parle aussi donc du chapeau rouge, hein, de celui qui fait partie donc des white hats. Le chapeau rouge, c'est le Rambo, hein, le Rambo de la sécurité, celui qui croit que tout seul dans ce petit coin, avec ses petits muscles, eh bien, il va mettre fin à l'activité de tous les chapeaux noirs. Et il est tout seul, bien sûr, il est sans armes, donc c'est Rambo, bien entendu, c'est Stallone. Alors, pour bien comprendre la dangerosité donc, des malwares, il les télécharge sur leur machine et il les incorpore dans son système. Alors, il oublie au passage qu'il est connecté au reste du système d'information. Alors, il arrive, hein, on en parle assez régulièrement dans la presse, que l'un de ces chapeaux rouges fasse plier un hacker maladroit, mais en général, c'est au prix de 100 000 machines qui sont bloquées et puis à peu près 3 millions de dollars de perte de production. Et puis l'autre forme, finalement, donc, du chapeau, ici, ce sont les chapeaux bleus. Là, c'est une espèce de script kidding. Vous savez, ce sont des enfants. Alors, je ne dis pas que tous les chapeaux blancs sont comme ça. Hein. Ce sont des formes, on va dire, que l'on trouve dans l'entreprise. Le chapeau bleu, donc, c'est une sorte d'enfant hein, qui n'est pas très compétent. On ne peut pas dire qu'il soit compétent, mais un peu primaire dans ses réactions. Et donc, ils sont animés d'une espèce de désir de vengeance inassouvi. Alors, soit parce qu'ils ont été mis dehors de l'entreprise, soit parce qu'on ne reconnaît pas suffisamment le niveau intellectuel dans lequel ils se situent. Enfin bref, 36 000 raisons. Et vous savez qu'il y a 7% des personnes qui se sentent mal aimées dans une entreprise, et ça constitue aussi le vivier de ces gens à qui on a affaire. Mais le pire de tout, évidemment, ce sont les chapeaux noirs. Alors, ce que sera donc le hacking éthique?
Je vous dis, moi, mon point de vue en tout cas, c'est que le temps du hacking angélique, c'est fini. Il faut arrêter avec ça. Les Arsène Lupin, donc, et les premiers hackers de l'histoire qui étaient très amusants, c'est vrai qu'il y avait le sens de l'humour, mais maintenant, il ne faut plus avoir le sens de l'humour. Le temps du hacking, on va dire angélique, est terminé. On l'a expliqué, les pertes globales donc, atteignent aujourd'hui, tout compris avec la sécurité, pas simplement donc, les pertes dues aux attaques, c'est à peu près 6 000 milliards de dollars. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer aussi que, pour comprendre l'importance de ce chiffre, c'est la moitié du déficit américain. Où c'est trois fois le déficit annuel d'un pays comme la France. C'est absolument gigantesque. Hein. Et donc, en plus, ce sont nos emplois dont il s'agit. On n'a pas de statistiques bien précises sur le nombre d'emplois qui ont été perdus comme ça, mais c'est par millions, absolument par millions. Et il faudrait aussi savoir le nombre de gens qui se sont suicidés à cause de ça. On n'en parle pas. C'est un peu une espèce d'omerta. On n'ose pas donc parler de ça. Moi, je crois sincèrement qu'il faut se considérer comme étant en guerre. Nous sommes en guerre. Ces gens veulent notre peau, veulent détruire nos entreprises, détruire nos emplois pour 1000 raisons que peut-être de leur point de vue sont bonnes. Hein. Donc moi, je suis en guerre contre eux. Et nous sommes en guerre contre eux. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre dans une entreprise parce que dans une entreprise, bon, voilà, on ne voit pas trop les conséquences que ça peut avoir. Et puis, on ne se sent pas concerné au premier degré. Mais si c'était votre entreprise à vous et que vous vous fassiez attaquer, là, je veux dire, vous n'avez plus du tout le sens de l'humour. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir. Nous sommes en guerre. Hein. Les entreprises, à mon sens, vis-à-vis en tout cas du hacking éthique, hein, doivent mieux valoriser les responsables sécurité et ne pas considérer, là aussi j'ai eu l'occasion de le dire, que c'est un sujet pour les pré-retraités. Je ne voudrais pas le citer, mais je connais un employeur, je connais un grand pétrolier qui, lorsqu'il y avait quelqu'un qui allait quitter l'entreprise dans les 6 mois, eh bien, donc, il fallait l'occuper pendant 6 mois, quoi. Eh bien, il était un peu sur la touche. Et bien, pendant 6 mois, on lui demandait donc de faire un rapport sur la sécurité dans l'entreprise. Et comme ça, on en a produit 255 qui se sont donc, qu'on a mis donc dans des armoires, que personne n'a jamais lu. C'est une aberration, chers amis. C'est une aberration, ça veut dire que l'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière les problèmes de sécurité. Donc, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est une erreur qui vient du management. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et bien, par contre, le jour où elle aura un gros problème, on le voit en ce moment, on a encore vu récemment, donc, ces jours-ci, un hôpital qui a été attaqué sous couvert donc, de Covid. Je veux dire, c'est absolument monstrueux ce qui se passe. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose de grave qui se produise avant de prendre donc, des décisions. Voilà. En tout cas, ce n'est pas des sujets pour pré-retraités. La meilleure manière, je vous l'ai mis de manière un peu valorisée ici, donc de se protéger donc, des entreprises criminelles, donc c'est de pratiquer les mêmes techniques. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Méthodes et outils. Vous voyez, donc, la même chose. De manière à faire quoi? On va essayer de dresser donc, des parades sur des protocoles qui, encore une fois, ne garantissent rien. Vous voyez, donc je vous l'ai dit, hein, vous prenez n'importe quel protocole, IP, TCP, UDP, tout ça, ça vaut rien. C'est pas que ça vaut rien, c'est que c'est pas fait pour véhiculer les trafics d'aujourd'hui. C'était bon en 1983-84, quand il y avait quelques universités de connectés, mais c'est tout. Maintenant, c'est plus comme ça. On est quand même plusieurs milliards de bipèdes connectés quand même sur des sites informatiques. Et je veux dire, c'est gravissime. Mais on l'a dit aussi, on ne peut pas malheureusement refaire un deuxième Internet. Alors, vous savez, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut essayer d'avoir un état d'esprit de hacker? D'abord parce que regardez les policiers, ils ne fonctionnent pas sans avoir des taupes chez les gangsters. Vous voyez, donc, c'est la même chose pour le thé. Il faut essayer de leur ressembler avec une différence, l'honnêteté. Voilà, c'est ça. Mais sinon, pour le reste, il faut avoir les mêmes comportements, le même rejet de la structure de l'entreprise, vous voyez, les mêmes rejets des contraintes de l'entreprise. Et ce sont ces gens-là qui vont nous aider. C'est certainement pas entre guillemets, j'espère que vous n'avez pas de cravate en ce moment, mais ce n'est pas les gens qui, dans leur tête, ont une cravate. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mieux se défendre, à mon avis, il faut faire comme ça. L'arsenal juridique, à mon sens, il est à revoir. Pourquoi? Parce que quand on regarde les attaques qui ont lieu, bon, on arrive
avec beaucoup de difficultés, à déterminer quels sont les auteurs. Mais quelles sont les sanctions qu'il y a derrière? Alors, il y en a qui sont, aux États-Unis en particulier, il y a effectivement des sanctions qui sont très dures. Mais je vois des pays beaucoup plus laxistes, hein, en Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni, en France, finalement, ça les incite à recommencer rapidement. Et en plus, on va avoir 1 an de prison, à la sortie, ils ont un job en or qui les attend. Bon, c'est souvent ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, il y a à Montréal, il y avait tout au moins le Hackfest, donc, qui est le salon donc, sur des hackers, avec des centaines de hackers. Il suffit de regarder donc, le profil de ces gens-là et regarder surtout les ressources humaines qui les attendent pour leur proposer donc, des contrats. Comment voulez-vous que ces gens-là ne se disent, ne comprennent, enfin, comment voulez-vous qu'ils comprennent qu'ils sont des criminels? Non. On les attend, on leur propose donc des contrats qui sont en œuvre. Et je pense que l'arsenal juridique est à revoir. Il devrait être beaucoup plus dur. Alors, donc le hacking éthique, donc, ça va être l'ensemble des solutions qui vont permettre à mes équipes internes donc de l'entreprise de se comporter comme des criminels. Là, je veux dire, à la différence de l'honnêteté de près, sans autre volonté, bien entendu, que celle de protéger donc l'entreprise. Et il y aura des solutions qui vont couvrir 2 concepts. On dira les méthodes et les outils. Les outils ont pour objet donc de pratiquer donc de pratiquer des introspections dans les systèmes d'information en se basant sur les méthodes. Par exemple, Nmap, le sulfureux Nmap, est un outil, alors que le scanning de port, lui, eh bien, c'est une méthode. Donc, en gros, on aura toujours cette dualité entre méthode et outils. La sécurité, donc c'est une préoccupation permanente, hein, 7h24, hein, d'où je vous l'ai dit, la nécessité donc, de libérer les gens des contraintes réglementaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est souvent ça qui coince. Quand on veut embaucher quelqu'un qui est manifestement un peu curieux, quoi, mais qui est très brillant, et qui manifestement n'est pas malhonnête, encore qu'on peut se tromper, hein. Il faut arriver à convaincre les ressources humaines. Et alors là, c'est un chemin de croix. Ah non, c'est pas possible, il ne rentre pas dans la case. Mais le jour où il n'y a plus de système d'information, c'est tout le système qui sera en dehors de la case. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent donc, les ressources humaines. Malheureusement, on a beaucoup de mal à le faire. Donc, pratiquer donc, les mêmes techniques, ça veut dire, bon, vous voyez, avoir le même comportement. Et si vous êtes maintenant un hacker, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous demander, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux saturer? Est-ce que je veux détruire? Est-ce que je veux voler de l'information? Je me fais une stratégie de marketing. Ensuite, je vais identifier et comprendre la cible à laquelle je vais m'attaquer avec des technologies de footprinting, par exemple, c'est-à-dire d'utilisation des outils qui sont accessibles sur le dark web. Vous voyez, donc je vais avoir des outils, je vais me constituer comme ça, donc je vais commencer à regarder ce que je vais utiliser pour pouvoir attaquer donc ma cible. J'ai une approche qui est une approche très militaire, mais pas nécessairement d'attaque par force brute. Force brute, c'est que je ne connais pas mon adversaire, j'essaie de le connaître avant de l'attaquer. Ce n'est pas toujours comme ça, mais ça peut être comme ça. Ensuite, on va faire du scanning, qui est plus ou moins autorisé, hein. C'est un peu flou tout ça. Donc on va regarder quelle est l'organisation qu'on a en face, quelles sont les ressources, comment sont identifiées donc les machines, comment sont structurés les comptes utilisateurs, quels sont les champs d'adresse IP qui sont utilisés. Et ensuite, là je vais faire un accès, je vais regarder comment faire pour accéder aux ressources, et je vais donc comment m'établir une stratégie avec mes outils pour attaquer, et d'une manière bien précise. Et à ce moment-là, j'établis donc une stratégie d'attaque avec les outils, la durée, les ressources, les demandes de rançon. Enfin, voilà, j'essaye d'imaginer un petit peu ce qui va se passer. Et après, je lance l'attaque. Déclenchement, suivi opérationnel, parce que je vais suivre ça moi aussi avec des dashboards. Hein, et in fine, je ferai un bilan d'opération. Donc, en regardant l'analyse des dégâts que j'aurais provoqués, voyez, je vais communiquer autour de ça pour les personnes qui sont concernées, voyez, et puis peut-être des pratiques sur lesquelles je vais revenir, hein, ou voir d'autres que je vais retenir. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut apprendre ces techniques, voyez, il faut les apprendre. Il faut participer à des groupes de hackers, alors si possible sous un faux nom, hein, mais participer à ce genre de groupe. Mettez-vous dans la peau d'un criminel
Et donc, essayer de comprendre ses motivations, il faut regarder, même si c'est un tout petit peu à la lisière du problème tel qu'il est soulevé, il y a eu quelques livres qui ont été publiés sur je suis un criminel, mais pourquoi? Je suis un hacker, mais pourquoi? Par exemple, Mitnick, le livre de Mitnick, qui maintenant est revenu dans le droit chemin, et est un garçon absolument remarquable d'ailleurs. Il faut lire ce genre de choses parce que, ou alors les terroristes, essayer de comprendre donc leur motivation. Et quand vous lisez ça, d'abord c'est glaçant, c'est absolument glaçant, et on n'imagine pas la profondeur de cette perception glaçante. Et donc, il faut le lire. Vous comprendrez après qu'il ne faut pas avoir d'angélisme. Donc, se mettre dans la peau d'un criminel, se faire aider par des partenaires, parce qu'on ne peut pas tout avoir, hein, donc des partenaires sûrs, des gens qui sont bons en termes, par exemple, de pénétration, hein, des gens qui sont capables de faire des tests de pénétration sérieux, capables de faire une veille permanente, parce que c'est du quotidien, presque heure par heure. Hein, ce genre de choses. Tout dépendra, bien entendu, de l'importance de votre compagnie et du danger que représenterait une attaque qui aurait réussi sur votre compagnie. Des fois, ça mérite d'avoir une espèce de suivi, mais heure par heure, de ce qui se passe. Vous voyez, peut-être que vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous n'avez pas forcément les ressources, mais avoir des gens qui peuvent le faire pour vous. Faire appliquer, si vous faites du développement, les bonnes pratiques donc, de programmation, et donc essayer de tester au plus près tout ce qui se passe, et au plus près en vraie grandeur. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant, parce que je pense que l'affaire des installations jumelles pourrait être une très bonne chose. On va y revenir donc dans quelques instants. Alors, quelques recommandations que je vous fais sur le hacking éthique. Hein. D'abord, je vous l'ai dit, être paranoïaque. À mon avis, c'est une très, très grande qualité. Communiquer auprès des usagers. Il faudra y aller prudemment parce qu'on va risquer de mettre, on va dire, on va leur poser des problèmes, hein, c'est évident, on ne va pas casser les œufs, on ne va pas faire une omelette donc sans casser les œufs. Et donc voilà, il va falloir communiquer auprès d'eux, il va falloir capitaliser sur ce qu'on en aura appris, et donc ne pas hésiter à faire des réunions de rétrospective, par exemple, entre techniciens, comme on les pratique avec les méthodes agiles, pour dire voilà ce qu'on a fait, là on était un peu faiblard parce que je ne connaissais pas l'assembleur ARM. Et donc, il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose de ce côté-là. Essayer de faire des réunions donc, de rétrospective. Privilégier Linux. Pourquoi? Parce que c'est sur Linux que vous allez trouver donc, le maximum d'outils qui vont vous permettre de simuler les attaques, voire de réaliser des attaques. Ce n'est pas sous Windows que vous allez les trouver, tout au moins beaucoup moins. Par contre, la cible, ça va être Windows la plupart du temps. Mais par contre, les outils, ce sera plutôt de Linux, et il y a des systèmes d'exploitation, des distributions de Linux qui sont particulièrement donc, dédiés à ce genre de choses. Alors, la boîte à outils, ça sera une boîte à outils du gangster, du criminel. Donc, il va falloir constituer avec les meilleurs outils, interdits ou pas. Peut-être faudra-t-il prévenir d'ailleurs les autorités judiciaires, policières pour ça. Hein. Mais bon, on va utiliser les mêmes outils qu'eux, si on peut. Vous voyez, donc, on va se constituer donc, une boîte à outils. Il va falloir que vous utilisiez, on va le voir juste après, donc, des installations qui soient anonymes et non pas des installations qui soient connectées au système d'information. On assurera donc une formation continue à cette équipe. Alors là, c'est pas une fois de temps en temps. C'est que la formation technique sur ces problèmes, c'est le tiers du temps, voire la moitié du temps. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas du tout on va dire, les pourcentages qu'on trouve en formation traditionnelle. Là, ça va tellement vite qu'il faut absolument, donc on va passer le tiers ou la moitié de son temps donc, en formation. Le haut niveau technique, bien entendu, donc je l'avais évoqué, et puis on va parler donc des plateformes jumelles. On va voir ça maintenant. Alors d'abord, je pense qu'il faut bien s'organiser. Donc une équipe, pour mettre en place donc, une équipe et une plateforme d'attaque. Bien. Il faut rattacher l'équipe sécurité, cette équipe-là, auprès du patron de l'informatique, sans intermédiaire. Surtout, ne rattachez pas aux infrastructures ou au réseau, à tout ce que vous voudrez, non. Directement au responsable du TI, voire même au-dessus. Tellement c'est important. La paranoïa, je vous l'ai dit, c'est une véritable qualité. Ne menez jamais d'attaque depuis votre machine, jamais le faire. Hein. Et je vous ai dit, donc familiarisez-vous avec des distributions de Linux, entre autres. Il y en a une que je vous recommande qui s'appelle Kali. Kali, qui n'est pas très connue d'ailleurs en dehors de ce contexte-là, et qui
sur lequel on va trouver beaucoup d'outils, hein, d'outils extrêmement performants. Pour les cibles, bien entendu, donc, ça sera bien sûr Windows, et on ne confondra pas les moyens d'attaque sous Linux avec donc, les cibles. Et alors, maintenant, je fais une distinction entre deux natures d'entreprises. Vous avez les grosses entreprises. Grosses entreprises pétrolières, médicales, distribution, dont on va dire, le métier dépend très fortement donc, du TI. Pour elles, ça peut valoir la peine de construire ce qu'on va appeler une installation jumelle. Alors, on ne va pas reproduire exactement donc, le TI, mais on va essayer de construire quelque chose avec les mêmes fichiers, les mêmes applications, vous voyez, les mêmes systèmes d'exploitation, les mêmes outils, enfin, on va essayer de construire à peu près le même système, avec bien sûr une production qui sera bien entendu adaptée. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une attaque, exactement comme Apollo 13, où ils ont testé donc, des procédures pour faire revenir le LEM sur la Terre, eh bien là c'est la même chose. Vous ne pouvez pas tester en vraie grandeur sur les installations concrètes et réelles, parce que vous risquez de causer plus de dégâts qu'il y en a, si ça continue d'ailleurs à marcher. Par contre, si vous avez des installations avec un maximum de crédibilité, c'est-à-dire avec vraiment les fichiers réels, les applications, et vous regardez ce que ça donne. Et vous essayez de comprendre. Hein, et vous essayez de déterminer une stratégie après ça, donc de réaction. C'est la meilleure solution, à mon sens. Hein. Donc, bien entendu, on va détacher cette installation on va dire des domaines donc, de production concrets. Ça va coûter de l'argent. Et je vous dis donc les chiffres. Hein. Une plateforme comme ça, qui peut d'ailleurs servir aussi pour des plans de continuité d'activité, ce qu'on appelle des plans de relève aussi. Ça peut coûter jusqu'à 20% du budget de l'informatique. Simplement, vous avez là une arme fatale avec ça. Parce que vous pouvez tester, regarder. Vous voyez apparaître un nouveau machin qui est sorti, un nouveau malware, et bien vous allez l'exécuter. Vous allez voir ce que ça donne. Et donc, pour pouvoir réagir, bien entendu, vous aurez fait les copies avant pour pouvoir restaurer donc, une situation qui sera propre, mais vous avez un véritable outil qui vous permet de travailler. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut faire. Sinon, vous vous trouvez dans une situation, on paye la rançon. Vous voyez, ou alors on restaure avec une ancienneté, des fois de plusieurs jours, donc ça peut coûter extrêmement cher. Bien entendu, ça, on ne peut pas le faire avec n'importe quelle entreprise. Il faut que ce soit des entreprises relativement importantes. Mais même à un niveau plus réduit, on peut très bien imaginer d'avoir un minimum de choses très importantes que l'on va donc mettre de côté, qu'on va maintenir au meilleur niveau, de façon asynchrone, bien entendu, par rapport aux données de production, et sur lesquelles on va pouvoir faire des choses. On ne pense pas suffisamment à ces installations jumelles. On s'en sert dans le monde industriel. Dans les centrales nucléaires, c'est utilisé maintenant avec des capteurs. On est capable de tester donc, des stratégies donc, de réaction donc, à un événement. Eh bien, il faut faire pareil là. Voyez, donc, maintenant, il y a une graduation dans ces systèmes. On peut imaginer donc, quelque chose de très simple avec une seule application et puis un fichier, jusqu'à un véritable système qui va être le twin donc, du système d'information. Après, ça dépendra bien entendu de l'importance, de la dangerosité donc, des applications et ce que l'on veut protéger. C'est tout simple. Hein. Et donc, je vous dis, hein, quand on parle de ça, bien entendu, il faut quand même s'imaginer qu'on va mettre beaucoup d'argent en jeu, évidemment. Je vous dis 20%, il faut faire passer la pilule à la direction générale. Après, hein. D'ailleurs, en général, elle ne passe pas la pilule. Mais c'est eux qui ont tort. Hein. C'est eux qui ont tort parce que toutes les expériences montrent qu'aujourd'hui, que les entreprises qui ont anticipé sur ces sujets et qui ont mis les moyens là où il le fallait, eh bien, ça leur a rendu de grands services. Je pense entre autres à une banque française, il y a quelques années, qui a brûlé. Elle n'a pas été attaquée, mais là, elle a brûlé et ils ont quand même pu redémarrer 2 heures après. Bravo, chapeau l'artiste. Moi, je trouve que c'est très bien. Et il faudrait que ça soit quelque chose qui soit ancré dans la tête des dirigeants, même si ça coûte relativement cher. Alors, on va donc distinguer donc, 2 types de ce qu'on va appeler du hacking éthique, hein, deux natures il y aura 2 natures de fonctions finalement. Il y a celle qu'on va répéter selon un scénario qui aura été peaufiné à l'avance, c'est-à-dire qu'on s'assure régulièrement que ça se passe bien. Donc, c'est quelque chose qui se fait 5 fois, 10 fois, 100 fois par jour.
Et puis il y a celles qu'on va improviser en fonction des événements pour répondre à une inquiétude ou à une épidémie en cours de déploiement. Donc c'est là où justement on aura besoin d'avoir des installations jumelles pour tester donc nos stratégies. L'équipe de hacking, alors vous voyez, à mon sens, quand on a les moyens, elle doit être bicéphale. D'un côté, vous avez des gens qui attaquent sur la structure de copie, la structure donc jumelle. Il y a ceux qui attaquent et ceux qui défendent. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes d'ailleurs qui attaquent et ceux qui défendent. Ce n'est pas non plus un jeu. Mais ceux qui attaquent doivent mettre tout en œuvre pour arriver à détruire la cible. Voilà, c'est ça. Et donc, je vous dis, il faut avoir une mentalité, une attitude, un comportement donc, de criminel. Donc, la première, c'est donc une force d'attaque qui va donc exclusivement technique, bien entendu, alors que la seconde, elle va exprimer plutôt le ressenti des usagers. C'est pour ça que je recommande plutôt de mettre, pour les premiers, donc un technicien de très haut niveau, et pour le second, je mettrai donc un manager de haut niveau également. Mais il faut bien comprendre, chers amis, que si vous voulez que ça marche dans une grande entreprise, il faut absolument que cette équipe qui fait partie donc du TI, eh bien, soit bien divisée en deux, mais qui ne se regarde pas en chien de faïence, pas ça, mais que les uns disent « j'aurai ta peau », et l'autre répondra « tu peux toujours courir ». Et c'est ça l'objectif. Et il faut motiver, donc il faut chercher comment on peut faire pour déstabiliser, vous voyez, avec les deux natures donc de fonctions, ce qui existe déjà et ce qui apparaît à un moment donné. Donc, je pense que ça, il faut bien avoir en tête, construire ces deux équipes et puis mettez des gens qui font aller d'un côté à l'autre régulièrement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, qu'on dise « ah ouais, moi je suis là pour défendre ». Non. C'est toute l'équipe, c'est toute l'entreprise qui va gagner et pas simplement donc, quelques personnes. Le profil du spécialiste que je vais mettre dans le hacking éthique, je vous dis c'est un personnage donc à part, il est honnête, on le libère des contraintes de l'entreprise, je l'ai dit, il participe à des réunions douteuses, voilà. Il exploite les outils interdits et l'entreprise doit lui donner les moyens de les utiliser, sans nuire bien sûr aux ressources. Il est allergique à la rigidité de l'entreprise et j'ai vu quelques phénomènes de ce côté-là, vraiment pas gratinés, vraiment des phénomènes ahurissants, donc des gens qu'on ne voyait pas pendant une semaine. Mais alors, je peux vous assurer qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passait, même avant même les attaques. C'est ça qu'on veut avoir. C'est les policiers qui ont donc des taupes chez les gangsters. Allergique, il est curieux, c'est quelqu'un qui est curieux. Alors, encore une fois, ce n'est pas une question d'âge dedans. Il y a des gens qui ne sont pas curieux à 20 ans et d'autres qui ne sont pas à 60 ans. Donc, voilà. Il est curieux de tout. Il oublie de venir au bureau. Il ne faudra pas lui reprocher. Il n'a pas d'âge. Les diplômes n'ont aucune importance. Il se formera éventuellement avec des certifications pointues. Et j'ai pris soin de vous dire que ça doit représenter une part importante donc, finalement, de son temps. L'ARH, écoutez, il va falloir que ça passe, leur faire avaler donc la pilule. Les compétences, je vous l'ai dit, on est au niveau ici le plus technique donc, du TI, et donc il faudra trouver des praticiens de très haut niveau qui seront passionnés par leur mission de hacking éthique, rompus à la programmation système, en assembleur, en C, etc., qu'ils connaîtront bien les architectures de réseau, voyez, pour lesquelles les machines n'auront pas de secret, en particulier les processeurs, la structure des processeurs. On est véritablement au cœur vraiment du TI, là. On n'est pas en train de regarder ça de loin, à 8000 pieds d'altitude. Là, on est vraiment au cœur. Évidemment, ça pose des problèmes de salaire, ça c'est vrai. Et c'est difficile de faire rentrer donc, cette équipe de hacking éthique dans le cadre des rémunérations qui ont été prévues dans l'entreprise. Bon, c'est délicat, mais il faut quand même y arriver. On parle de prix, pour prendre des prix québécois, par exemple, c'est autour de 200 à 300 000 $ par an. Ah oui, j'entends que quelques-uns parmi vous sont en train de tousser. Oui, mais c'est ça. Alors, soit on veut se protéger, on fait appel à ce genre de personnes à qui on laisse quand même l'élasticité dans le comportement, soit on ne le fait pas, et à ce moment-là, on risque d'être dans une situation quand même dangereuse. Bien. Alors, en termes de produits maintenant, je vous ai dit, il y a actuellement, tenez-vous bien,
plus de 2000 produits qui existent que vous pouvez exploiter. C'est absolument ahurissant. Je les ai regroupés ici donc, en 6 grandes familles, hein, des outils qui vous permettent d'attaquer donc, le web. Voyez, BIF, Micto, Probly, SQL Ninja. Voilà. De temps en temps, ça a des noms un peu bizarres, hein, mais bon. Attaque de web. On a des attaques d'infrastructures de réseau, hein, TCP dump, Nessus, Wireshark, etc. Vous avez des outils d'ingénierie sociale et d'attaque de type man the middle, un petit peu la même famille, donc vous avez des outils qui vous permettent de faire ça. Vous avez des outils qui ont une caractéristique un peu générique, donc des outils d'introspection, on va dire, génériques. Vous avez des outils qui sont spécialisés dans la pénétration Wi-Fi, qui pendant longtemps ça a été quand même une passoire, maintenant c'est moins le cas, mais bon, vous avez plein d'outils. Vous en avez plus de 2000. Alors évidemment, vous n'avez pas tous les utiliser. Il y en a certains que vous découvrez un jour et puis 8 jours après, ça n'existe plus parce qu'ils ont été développés par quelqu'un dans un garage, hein, ou dans une université. Beaucoup dans une université. Hein. Et donc, souvent open source, parfois gratuit, souvent gratuit d'ailleurs. Et ce que vous trouvez dans le dark web, vous avez même des plateformes qui vous mettent à votre disposition des outils gratuitement. Leur volonté manifeste, c'est de détruire. Et vous allez être un peu le vecteur pour le faire. Donc évidemment, il faut faire des choix. Il faut faire avec beaucoup de prudence, et ça ne pourra se faire qu'en n'étant pas connecté donc, sur le système d'information de l'entreprise et avec des gens qui sont très compétents. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc ça permettra à ces outils d'endosser les habits du hacker. Et vous devenez vous-même un hacker. Alors je vais vous présenter un certain nombre de ces outils. Alors, je ne fais pas de la pub pour eux. Je ne devrais pas, d'ailleurs, si je suis interrogé par la police demain, je nierai les faits. Hein. Donc, les stars aujourd'hui, ça va être Aircrack, ça va être Hydra, TCH Hydra, ça va être John the Reaper, lui avec la réputation très sulfureuse, Nmap évidemment. Je vous montrerai même également quelques formations pour, si vous voulez, donc apprendre ce genre de choses. Et vous allez vous construire une boîte à outils. Et je vous assure que vous vous sentirez plus à l'aise parce que vous allez mieux comprendre ce qui se passe en face. Ce n'est pas tout de recenser les attaques, encore faut-il pouvoir se défendre et pouvoir démontrer à sa direction générale quelles sont donc les pratiques qu'il faut mettre en œuvre de manière à être plus efficace. Et donc, il faudra choisir des outils comme ça. Alors, je donne quelques exemples, tels que Aircrack. Aircrack, c'est un outil qui est très connu, très utilisé, qui est toujours gratuit. Alors, ça vient d'un autre produit qui s'appelle Aircrack, dont il est un fork, vous savez, donc une version donc dérivée. Alors, sa vocation à lui, c'est de retrouver les clés utilisées dans les réseaux Wi-Fi jusqu'au mode WPA2, et vous savez qu'aujourd'hui, on est au mode WPA3. Donc, jusqu'en les web, tout ça, donc WPA2. Alors, c'est une suite de plusieurs programmes. 3 sont très importants. Alors, il y a Airmond-NG qui fait passer la carte réseau de la machine de test en mode monitor, qui est obligatoire pour lui permettre d'écouter donc le trafic Wi-Fi. Vous avez le AeroDump-NG qui est le bras armé qui est chargé de sniffer les paquets que l'on va voir. Et puis vous en avez un troisième qui joue un rôle actif, qui réinjecte des paquets ARP, donc niveau 2 pour ceux qui connaissent bien, donc niveau OSI, pour augmenter les chances de l'attaquant de retrouver les clés de connexion. On estime avec ce produit-là que vous avez entre 5 et 10, plutôt, il y a 5 à 10% des routeurs Wi-Fi qui sont encore équipés d'une protection de type web qui ne peut pas résister donc à une attaque de type Aircrack. C'est impossible. Et ça va durer, la première fois, ça va durer 1 heure, et au bout de quelques temps, vous allez voir, vous allez mettre 1 minute, pas plus, pour casser. Donc, alors c'est quand même très gênant. Donc, Aircrack. TCH Hydra. Alors ça, c'est une horreur absolue. C'est vraiment une catastrophe, ce machin-là. C'est un outil qui s'attaque aux identifiants. Alors, de plus de 50 protocoles. Alors, vous avez ici, je vous les ai mis, Cisco, FTP, HTTPS, IMAP, LDAP pour les annuaires, etc. Plusieurs protocoles également, le POP3 pour la messagerie, le RDP, SAPR3 dont les identifiants peuvent être attaqués comme ça, SIP, donc avec le fameux ping, etc. Bon. Pardon, SIP pour la téléphonie, et vous avez également le CIMIP, qui est donc le protocole donc, de ping.
Donc finalement, ce que fait TCH Hydra, eh il est capable de tout décortiquer. Il n'y a aucune protection possible. Il est le seul à avoir une telle diversité parce qu'il a été conçu par ses créateurs, on va dire, si on peut appeler ça des créateurs, dans un esprit, on va dire, d'adaptabilité pour le grand malheur, c'est vrai, ou le bonheur donc des usagers. Mais avec ça, il n'y a aucune protection qui tient, pratiquement aucune protection qui tient. Et donc, c'est typiquement un outil d'attaque par force brute. Donc, mais alors, attendez, ce n'est pas quelque chose pour lequel on appuie sur un bouton et automatiquement on récupère les mots de passe et les credentials d'authentification. Là, il y a un travail à faire d'accompagnement d'Hydra. Donc, il faut indiquer des adresses IP cibles, ça peut être des familles, ça peut être les protocoles qui nous intéressent, vous voyez, ça peut être un fichier qui peut contenir des mots de passe, vous voyez, donc que Hydra va tester. On peut limiter également le périmètre d'introspection par des mots de passe qui ont, mettons, une certaine longueur, 8 ou 10 caractères. Enfin, c'est un accompagnement d'Hydra de manière à ce qu'il soit plus efficace. Et c'est ça que va jouer le rôle donc, du hacker éthique, il va s'en servir comme le fait donc un criminel, pareil. Et donc on peut se servir donc de l'Hydra comme une console de commande qui est particulièrement puissante. Alors, attention avec ça, ne pas mettre entre toutes les mains. Et d'ailleurs, par ailleurs, si vous allez télécharger tout à l'heure donc TCH Hydra, sachez que beaucoup de sites sont pollués. Et donc, en récupérant TCH Hydra, comme Nmap ou d'autres d'ailleurs, vous récupérez en même temps beaucoup de saloperies. Donc, méfiez-vous. Enfin, voilà, une star donc également. Alors, John the Ripper, donc pour référence donc, à l'éventreur donc, de Londres au 19e siècle, donc, si vous voulez, pour le hacking, c'est le Pelé du soccer. C'est la référence absolue. C'est vraiment, il fait tout. Alors, au départ, c'était un craqueur de mots de passe, ce truc-là, donc John the Ripper. Mais maintenant, c'est devenu une suite complète qui peut mener des attaques par force brute. Vous savez, force brute, ça veut dire je ne connais pas mon adversaire, je vais essayer de comprendre ce qu'il est de manière à optimiser mon attaque. Mais au départ, je ne la connais pas, on dit que c'est une attaque par force brute. Et donc, je vais utiliser toute la panoplie d'outils qui existent aujourd'hui, qui sont connus. Alors, pour retrouver les mots de passe, il se sert des artefacts que vous trouvez dans d'autres outils. Il se sert de dictionnaires aussi. Il en a un qui comporte non pas 3000, mais 30 000 noms, donc 30 000 occurrences. Et alors, il va tester toutes les combinaisons possibles. Voilà, remplacer des majuscules par des minuscules, des valeurs numériques par des valeurs alphabétiques, etc. John the Ripper est extrêmement à l'aise par ailleurs, et c'est bien ça qui nous inquiète, avec des techniques de chiffrement. Et donc, il est capable, par exemple, de pénétrer des processus de fédération d'identité de type ADFS chez Microsoft. Alors, Microsoft dirait que ce n'est pas vrai, mais je vous dis que c'est vrai, et qu'on a des exemples bien précis pour lesquels ça s'est effectivement produit. Même Kerberos, qui n'est pas Microsoft, lui, mais Kerberos, qui avait été créé par le MIT, avec des systèmes de chiffrement dissymétriques, eh bien, John the Ripper est un outil absolument remarquable pour tout casser. Vraiment, c'est quand même inquiétant. Donc, avantage, si je peux dire, avantage, c'est qu'il est disponible sur une cinquantaine de plateformes. Alors, c'est évidemment très inquiétant. Et ça nécessite, bien entendu, une compétence. C'est pour ça, je vous dis, c'est des choses qui ne s'apprennent pas tellement au bureau. Vous voyez, ça s'apprend, vous voyez, dans des lieux un peu séparés, là où je suis tranquille, où je peux faire des choses qui sont normalement interdites. Alors, je vous ai mis ici des exemples pour illustrer un tout petit peu mon propos. Donc, je dis, alors, je vais prendre l'exemple de Nmap. Alors, je fais une petite erreur, pardonnez-moi, ici, le titre n'est pas bon, ce n'est pas John the Ripper, mais c'est Nmap. Donc, Nmap est un outil qui est un outil à peu près du même genre, qui fait à peu près la même chose, et donc qui permet de faire tomber donc, les protections d'un réseau, et donc qui peut en même temps donc, constituer un excellent outil de maintenance entre les mains donc, des gens de mon hacking éthique. Donc, c'est un sniffer de cible qui va donc dresser une carte des ressources au réseau. Et je vous ai mis ici quelques exemples. Ici, vous le premier Nmap-option 1-option 2, puis vous mettez la cible. La cible, ça peut être un DNS. Vous mettez une adresse IP, il va vous renvoyer plein d'informations. Vous voyez, les adresses IP donc, du DNS ou des DNS, vous voyez, c'est quand même très, très fouillé. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ce type de scanning ou pas
Vous voyez, c'est pas évident. Hein. On peut détecter avec Nmap donc le système d'exploitation donc qui va équiper la cible. Vous voyez, vraiment c'est une fonction qui est très utilisée et en général par des scripts qui ont été développés par une communauté Nmap. Parce que là-dedans, vous pouvez insérer donc des scripts qui vont vous permettre de faire des choses encore plus fouillées. On va pouvoir faire des simulations d'attaque de type DOS. Il y en a une qui est extrêmement connue, qui consiste à envoyer donc des fausses en-têtes donc TCP, donc, vous voyez, qui finissent par saturer donc la cible, hein, qui ne fait que répondre à des demandes sans fin. Donc, on peut faire ça avec Nmap. On peut également détecter avec Nmap la sensibilité d'une cible à cette anomalie. Et on peut préciser, donc, par exemple, je m'intéresse à l'anomalie Slow Oris, qui est l'une des attaques qui a eu lieu, donc, qui était très connue. On peut demander, est-ce que mon système est bien sensible ou pas à cette attaque-là? Et il va vous répondre plein de choses. Alors moi, je lui dis, bon, droit ou pas le droit de l'utiliser, ben je l'utilise, hein, puis c'est tout. Hein. Bon, mais je l'utiliserai quand même d'une manière donc quand même intelligente, hein, en faisant attention à ne pas polluer donc les ressources que je suis censé donc protéger. Sur une cible, vous pouvez attaquer une cible WordPress, hein, écrite en PHP, vous avez ici l'instruction. Vous pouvez même attaquer une base de données donc relationnelle SQL. Vous avez également ici avec un script. En fait, vous pouvez tout faire avec ça. C'est un couteau suisse. Et donc, un hacker légal ne pourra pas se passer. Très utilisé par les attaquants, par les criminels. Alors, méfiez-vous, là encore une fois, hein, c'est extrêmement dangereux. C'est la nitroglycérine, il ne faut pas la faire tomber, hein. Sinon ça va tout faire casser, ça va tout faire exploser. C'est extrêmement dangereux. Hein. Ce n'est pas James the Ripper ici, mais c'est bien Nmap. Puis le dernier élément que je voulais vous indiquer, c'est donc Metasploit. Alors Metasploit, c'est une plateforme complète avec un framework, c'est un véritable framework qui a été écrit en Ruby, dont l'objet ici, c'est de développer des exploits qui vont donc arriver en aval des outils dont je viens de vous parler, et pour pouvoir utiliser donc au mieux, faire des exploits pour utiliser au mieux les anomalies qu'on aura détectées avec Nmap ou avec du James the Ripper. Voilà. Et donc, dès qu'une vulnérabilité est connue, on développe un exploit avec Metasploit, et on regarde si nous, chez nous, on est sensible ou pas. Alors, bien entendu, si j'ai une installation jumelle pour le faire, c'est génial. Sinon, ça sera quand même plus compliqué. Mais avec une installation donc, jumelle, je vais pouvoir me rendre compte immédiatement si c'est le cas ou pas. Et si c'est le cas, je n'ai peut-être pas encore été attaqué. Prenons vite donc des précautions. Les dernières versions de Metasploit ont évolué vers des fonctions qu'on appelle des fonctions de fusing. C'est-à-dire le fusing, ça veut dire l'injection, ce sont des données, donc, des données aléatoires. Et donc, ça permet de détecter non seulement détecter les anomalies, vous voyez, on fait tout de A à Z. C'est vraiment quelque chose de très complet, alors hyper dangereux. Alors, il y a bien entendu des forums qui sont dédiés à ce genre d'outils. Hein. C'est extrêmement dangereux, donc faut faire très attention, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Alors, quelques forums interdits. Alors, comme ils sont interdits, je nierai devant le juge de vous les avoir donnés. Hein. Donc, vous voyez, donc quelques forums. Par exemple, Torum, vous avez ici donc le nom, plus de 6000 membres. Référence, vous remarquerez d'ailleurs que dans le nom de ce forum Torum, on fait référence au nombre 666, comme vous le savez, c'est le nombre du diable. On est en plein ésotérisme là-dedans. Hein. Il y a Kick-Ass, un nom pareil, très connu, mais il n'est pas facile de se faire mettre dedans. C'est une véritable place de marché dans laquelle il faut contribuer, c'est-à-dire qu'il faut nous-mêmes faire des choses par commandé. Bon, alors là, c'est quand même très limite. Hein. Il y a Hacksite, donc très connu aussi. Vous avez hackforum.net, qui va assez loin, qui héberge de véritables projets consacrés donc, à la lutte contre la cybercriminalité. Très intéressant, bon, mais on ne peut pas non plus exclure sa dangerosité. Alors, il a 500 000 adhérents. Énorme, hein, compte tenu de la matière douteuse qui est manipulée. Et le fait que pour être enregistré, il faut donner son identité. C'est un petit peu le gros problème. Et puis il y en a d'autres, hein, là où on va donc côtoyer la criminalité donc de près. Donc ça sera ici une fac de plus de 60 000 questions, forums.hack5.org. Vous avez un site russe, mais il parle anglais dessus.
forum.exploit.in, un site russe d'une très très grande richesse, d'ailleurs les Russes sont très, très bons de ce point de vue-là, hein. Hacker 6 DCPLG 3EJ.oignon, c'est un grand catalogue d'outils de hacking extrêmement diversifiés, et on ne peut y accéder que par un navigateur, .oignon, donc un peu particulier. Bon, vous avez donc une place de marché, un forum, donc MFV, etc. Donc c'est compliqué. Et bon, vous en avez énormément. Donc, vous en avez actuellement des centaines. Et bien notre travail dans le hacking éthique, ça sera de regarder ça, de participer donc à ces forums, si possible de ne rien faire de mal, bien entendu, de se faire enregistrer, bien entendu. Pourquoi? Parce que c'est là où on va trouver les choses les plus importantes qui vont me permettre après de réagir. Les autres vont réagir avec retard. Comment croyez-vous, chers amis, que les McAfee et les autres procèdent pour être au courant? Ce n'est pas parce qu'un de leurs clients leur a dit « tiens, j'ai un problème », c'est parce qu'ils ont anticipé et qu'ils ont leur taupe là-dedans. Et ils passent leur temps, évidemment, à regarder ce qui se passe. Eh bien, il faut faire pareil. Nous sommes des gangsters honnêtes. Maintenant, si vous voulez vous faire former, on va donc terminer avec ceci, si vous le voulez bien. Je vous propose donc, j'ai retenu ici 6 formations qui ne sont pas parmi les plus mauvaises, je trouve. Alors, vous avez une formation, un site qui est d'origine italienne, qui s'appelle Cybery, avec beaucoup de ressources, dont un guide d'études pour le hacking éthique, qui est très bien fait, donc avec des tests de pénétration qui, comme par hasard, sont fondés sur la distribution Linux de Kali. Vous avez EC Council qui propose un programme, une certification qui s'appelle CEH. C'est l'un des cours les plus complets du marché avec 18 modules, 140 ateliers, 270 technologies et plus de 2000 donc, outils de hacking connus. C'est ahurissant. Il y a InfoSec qui est très connu en matière donc, de sécurité aussi, avec 2 cours, et une version Ethical donc Hacking Bootcamp, et puis une version avancée avec 31 donc, ateliers. Vous avez Offensive Security, donc avec une certification qui s'appelle OSCE, voyez, donc, et un examen qui, en 48 heures, vous avez 48 heures pour détruire un réseau à distance. Et en général, on y arrive. C'est ça qui est inquiétant. SANS, qui est très connu, bien entendu, dans le monde du développement, propose un cours donc, de tests de pénétration, de réseau et de hacking éthique avec une trentaine donc, également d'ateliers pour apprendre les méthodes, les outils et les techniques. Et le cours se termine lui aussi par un test de pénétration réelle. Et puis, vous avez également Hackerhouse, qui est une collection très connue de ressources de formation, dont un cours, je trouve, très pratique et très intéressant de hacking. L'objectif, finalement, l'objectif, il est bien là. C'est ce que nous voulons, c'est bien de devenir des criminels honnêtes. C'est ça l'objectif. Tous les moyens seront bons et croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Ça, j'en suis absolument certain. Voilà, je vous remercie pour votre attention, chers amis. Simplement, je vous rappelle donc les rendez-vous qui nous attendent donc, la semaine prochaine. Nous allons nous intéresser de près à la bataille qui se fait actuellement au fond des océans entre les grands de ce monde, les pays, mais aussi les GAFAM, en termes de fibres sous-marines. Et la semaine suivante, ou 10 jours après, nous allons parler de la disparition, peut-être, du directeur informatique. Est-ce qu'il faut sauver donc, le soldat DSI? Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, ce n'est pas vraiment un métier très amusant et intéressant aujourd'hui. Voilà, il y en a d'autres, et tout est planifié donc jusqu'à la fin juin. Voilà, chers amis, donc je vais vous remercier pour votre attention. C'est toujours intéressant de... Alors, je vois que vous êtes extrêmement nombreux, merci infiniment. Ça montre l'intérêt que vous nous portez. Je suis prêt à avoir tous les commentaires que vous pouvez nous apporter, bien entendu. Si vous voulez des choses plus précises sur des outils interdits, je suis à votre disposition également. Alors là, j'ai une sacrée collection, croyez-moi. J'ai 2 machines, pour tout vous dire, qui sont des machines polluées jusqu'à la garde, mais dans lesquelles j'ai tout ce qu'on n'a pas le droit d'avoir. Mais j'ai quand même pris mes précautions. J'ai prévenu la police à Montréal et en France. Merci pour votre attention, chers amis. J'espère vous retrouver donc la prochaine fois en pleine forme, vendredi prochain. Merci infiniment.